Quel acte insensé et violent, le meurtre de deux jeunes adolescents alors qu'ils faisaient du camping. Deux adolescents ont été abattus et tués alors qu'ils campaient sur le mont Ord, en Arizona, apparemment par un inconnu au hasard. Après des mois d'enquête, la police a identifié un suspect, Thomas Brown, 31 ans. Mais comment l'ont-ils relié à cette scène? Des témoignages de campeurs, des preuves acides désoxyribonucléiques, tout cela a éveillé des soupçons. Nous allons examiner en détail les découvertes des enquêteurs et leur signification avec un sergent de police à la retraite. Bienvenue dans Sidebar de Law and Crime, je suis Jesse Weber. C'est le genre de conférence de presse qu'aucun shérif ne souhaite jamais tenir. J'aimerais ne pas avoir à me tenir ici et parler de cette affaire. Quel acte insensé et violent, le meurtre de deux jeunes adolescents alors qu'ils faisaient du camping. Puis vient le cauchemar des mots pour les parents, le coup frappé à la porte par un détective du shérif pour leur annoncer que leur enfant est mort. C'était le shérif du comté de Maricopa, Jerry Sheridan, et il annonçait les meurtres de deux adolescents, Pandora Schulz-Ruud, 18 ans, et Evan Clark, 17 ans, tous deux abattus alors qu'ils campaient simplement sur le mont Ord, un sommet de la forêt nationale de Tonto, dans le comté de Maricopa, en Arizona. Eh bien maintenant, des mois après ces meurtres tragiques, les enquêteurs disent qu'ils ont leur suspect, Thomas Brown, un homme dont l'acide désoxyribonucléique, selon la police, a été retrouvé dans le SUV de la victime et sur des gants tachés de sang. À sa première audience, les procureurs ont tout révélé. Les deux victimes ont été abattues puis tuées à plusieurs reprises, et l'acide désoxyribonucléique de Brown a été retrouvé dans le SUV de la victime. Le acide désoxyribonucléique de Brown a été trouvé dans les gants, du sang à l'extérieur. Et maintenant, il y a cette nouvelle déclaration sous serment de cause probable qui vient d'être publiée. Et elle révèle encore plus de détails glaçants sur cette histoire. Avec une arrestation et de nouveaux documents judiciaires déclassifiés, nous avons désormais la vision la plus claire de ce que la police dit s'être passé sur cette montagne. Tout a commencé le week-end du Memorial Day, le 25 mai 2025, quand Pandora et Evan ont prévu de camper une nuit sur le mont Ord. Et tout a alors changé. Le lendemain, lorsque leurs familles n'ont pas pu les joindre, un appel est arrivé. Un appel a prévenu le bureau du shérif du comté de Gila de leur disparition. Et en fait, la police a détaillé sa réponse lors d'une conférence de presse le vendredi 3 octobre. Le 26 mai, le bureau du shérif du comté de Gila a été alerté sur un groupe en retard près du mont Ord. Et le mont Ord est un lieu de camping populaire situé sur une montagne dans la forêt nationale de Tono. Il est situé sur la route d'État 87 entre Mesa et Payson. La plaignante a signalé au GCSO de Vive que sa fille campait avec des amis et avait été vue pour la dernière fois au mont Ord. La plaignante nous a également fourni des photos du voyage de camping de sa fille qu'elle avait reçu. Les adjoints sont partis à la recherche et c'est à ce moment-là que les choses ont changé. Ils ont d'abord trouvé le véhicule d'Evans garé hors route, mais immédiatement quelque chose clochait. Les adjointes ont vu du sang sur le pare-choc et trouvé une tête d'oreiller ensanglantée à l'intérieur. Et lorsqu'ils ont fouillé plus haut dans la montagne, c'est là qu'ils ont découvert des traces de traînées qui s'éloignaient d'un campement. Alors ils suivent ces traces et ce faisant, les adjoints font cette macabre découverte. Le sergent a essayé d'entrer en contact avec les occupants, mais il n'a pas réussi. Il a aussi fait des remarques suspectes sur cette voiture. Le sergent a demandé du renfort et un adjoint est arrivé plus tard pour l'assister sur les lieux. Les adjoints du GCSO n'ont trouvé personne près du véhicule et ont poursuivi leurs recherches jusqu'à découvrir un terrain de camping plus haut dans la montagne. Sur ce terrain de camping, ils ont remarqué des indices laissant penser que quelque chose avait été traîné hors de cette zone de campement. Ils ont ensuite retrouvé les corps de Pandora Schulz-Ruud et d'Evan Clark, qui ont été déclarés décédés sur place. Petite précision sur la juridiction. Comme la frontière entre les comtés de Maricopa et de Gila traverse le mont Ord, c'est le bureau du shérif du comté de Maricopa qui a pris en charge l'enquête. Leur unité des homicides allait alors passer des mois à reconstituer ce qui s'était passé dans cette zone accidentée et isolée. Ça a été une affaire très difficile à traiter. Cela s'est produit dans une zone tellement isolée. Ils ne pouvaient pas compter sur des caméras de surveillance. Ils ne pouvaient pas compter sur les données des téléphones portables.
et ils ne pouvaient pas compter sur d'autres vidéos que normalement nous aurions dans une zone urbaine. Donc cela a rendu l'enquête technique très difficile, et c'est pourquoi il a fallu autant de temps pour en arriver là. Jusqu'à ce que quelques informations majeures arrivent. Des informations qui allaient mener la police à un suspect, Thomas Brown, âgé de 31 ans. Les détectives ont reçu plusieurs informations concernant cet incident au cours des jours et des semaines suivants, et l'un de ces témoignages a révélé qu'il y avait un individu de sexe masculin identifié comme Thomas Brown, qui a indiqué avoir campé sur le mont Ord ce jour-là. Donc, les détectives ont également reçu un témoignage d'un autre groupe de campeurs qui, selon eux, campaient sur le mont Ord le soir du 25 et sont partis le matin du 26. Ce témoignage indiquait que les campeurs, pendant leur séjour, ont rencontré un individu qu'ils ont perçu comme se comportant de manière très étrange. Le témoignage de ces campeurs a détaillé des observations très précises qui ont amené nos détectives à renforcer notre attention et à concentrer nos efforts d'enquête sur l'implication de Thomas Brown, tout en continuant à suivre toutes les autres pistes que nous avions. Alors, lors d'un entretien avec ces mêmes personnes en ayant donné le témoignage, ils se sont souvenus de certains aspects de leur sortie et ont exposé des faits précis qui ont permis de résoudre certaines questions concernant l'emplacement et la position des preuves recueillies sur la scène du crime. Certaines informations ont confirmé des preuves de l'implication de Brown dans le meurtre d'Evan et Pandora. Lorsque les enquêteurs ont interrogé Brown, il a en fait admis qu'il était présent. Oui. Il a affirmé avoir campé avec sa femme, fait voler un drone, vu un jeune couple dans un SUV argenté similaire à celui d'Evan, mais a insisté n'avoir jamais touché ni eux ni leurs affaires. Le problème, c'est que les preuves d'Asté contredisaient son histoire. Nous allons en discuter maintenant. Avant de commencer, j'invite tout de suite un invité spécial. Je souhaite inviter le sergent de police retraité, auteur du livre « À la poursuite du chasseur de zombies ». Troy Hillman est avec nous. Merci d'avoir pris le temps. C'est un plaisir de vous voir. Oui, merci de m'avoir invité. D'après votre expérience, à quel point est-il courant pour les forces de l'ordre de rencontrer une affaire comme celle-ci? Vous êtes dans cette région du mont Ord, cette zone du mont Ord. Les victimes se trouvent dans cet endroit isolé. Il y a peu de preuves numériques ou de caméras. À mon avis, cela pourrait aider d'une certaine façon. Cela pourrait diminuer la probabilité de l'événement et le nombre de suspects. Ce n'est pas comme dans une rue métropolitaine très fréquentée où l'on se dit « Oh, ça pourrait être un carjacking ou quelque chose comme ça ». Je me demande si cela aide ou nuit à une enquête. Je pense que tu as raison. Je pense les deux. Tu as un endroit isolé en plein air où les gens peuvent facilement, c'est assez accessible et il n'y a vraiment aucune réglementation sur qui fait de la randonnée ou se promène. Personne ne suit ça. Donc, mais il y a un manque de surveillance. Il manque des éléments que normalement les enquêteurs de police examineraient pour essayer de déterminer qui était là, pour placer quelqu'un sur les lieux. Et lorsque les adjoints ont découvert cette voiture avec du sang et des traces de traînée, si vous faisiez partie de cette enquête, quelles seraient les priorités immédiates à établir sur cette scène? Et que recherchez-vous? Oui, ils doivent immédiatement sécuriser la scène parce que c'est la scène qui, au final, raconte aux enquêteurs ce qui s'est passé. Et donc, si la scène est piétinée, si des gens fouillent, par exemple, dans le véhicule, c'est une mauvaise chose et cela peut en fait contaminer l'acide désoxyribonucléique et ce genre de choses. Sécuriser la scène comme ils l'ont fait était crucial. Et d'après ce que je peux voir, ils ont fait un travail phénoménal à ce niveau-là dès le début. Vous avez évoqué l'acide désoxyribonucléique, comme je l'ai déjà dit. La police a déclaré que les preuves ne correspondaient pas aux propos de Brown. Et ils disent que c'est en fait un test acide désoxyribonucléique qu'il a ensuite relié à l'intérieur du véhicule d'Evans. Son acide désoxyribonucléique se trouvait apparemment à l'intérieur d'une paire de gants qui ont également été retrouvés près de la voiture. Des gants qui contiennent également un sentier de randonnée que Brown a affirmé avoir emprunté. Ils ont retrouvé d'autres effets de la victime dispersés le long du sentier. Écoutez. D'après les preuves, Thomas Brown a donné des informations fausses et trompeuses sur son implication. Dans la comparaison de ses propos et des preuves que le matériel nous a convaincus, il a été appréhendé et placé en détention au centre pénitentiaire du MCSO hier pour 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Brown a comparu au tribunal la semaine dernière. Nous en discuterons. Mais d'abord, Troy, les suspects auraient prétendument fourni des déclarations fausses ou trompeuses. Comment ça marche? Quand quelqu'un fait une déclaration, essayez-vous de la vérifier automatiquement?
Et comment savez-vous qu'il ne s'agit pas simplement d'une erreur? Vous savez, une simple erreur dans leur dossier ou dans la façon dont ils ont raconté l'histoire, par rapport à une autre explication possible pour laquelle ce qu'ils ont dit n'était pas vrai. Ou bien, d'accord, là c'est suspect. Oui, donc en général, en tant que détective, le but ultime lors d'un interrogatoire est d'obtenir des aveux complets. Et ensuite, vous descendez un peu dans l'échelle. En gros, la meilleure chose à espérer après, c'est un déni total, surtout quand cela ne correspond pas aux preuves matérielles que vous avez. Puis, vous découvrez des histoires incroyables. Et ce que vous ne voulez pas, c'est le silence de la part de l'auteur, ni ce que j'appelle des explications plausibles. Mais au sein de ces histoires invraisemblables et de ces explications plausibles, vous voulez en quelque sorte comprendre où ça ne colle pas et partir de là pour examiner. Mais il était clairement dans le déni avec des explications tirées par les cheveux. C'est une pièce du puzzle. Juste derrière toi, il y a les dossiers comptes. Et quand je regarde ça et que je pense à une affaire comme celle-ci, l'acide désoxyribonucléique est un élément tellement crucial. Mais je me demande, d'un point de vue d'enquête, quels sont les défis? Parce que si vous avez plusieurs échantillons d'acide désoxyribonucléique présents, de l'acide désoxyribonucléique du suspect mélangé avec l'acide désoxyribonucléique de la victime. Même les avancées dans les tests acide désoxyribonucléique. Je suis sûr que cela a changé la façon dont les affaires non résolues ou les enquêtes retardées sont résolues. Quels sont les défis lorsque vous traitez avec de l'acide désoxyribonucléique et un mélange d'acide désoxyribonucléique? L'acide désoxyribonucléique est puissant, comme vous le savez, et il est fondamentalement irréfutable en ce sens. Mais il y a parfois des situations où un auteur pourrait expliquer « Oui, bien sûr, je suis venu plus tard et j'ai touché X, Y et Z. Mais si cela ne correspond pas à ce qu'ils disent, alors il y a un problème. » Oui, des mélanges et de la contamination sont possibles. C'est pourquoi il est important de sécuriser la scène comme ils l'ont fait, de la collecter et d'être très prudent. Et ce sont des professionnels. Ils savent ce qu'ils font. Donc, c'est juste, encore une fois, un outil très puissant. Et puis, tu as aussi tout un arsenal d'outils dans la boîte à outils, comme je l'appelle, avec les empreintes digitales. Tu as les téléphones portables, tu as d'autres éléments comme les témoignages pour corroborer tout ça. Et ce vers quoi tu essaies finalement de tendre, c'est cette notion de cause probable, c'est-à-dire un ensemble de circonstances et de faits qui amèneraient une personne raisonnable à croire que cette personne a commis le crime. Donc, et honnêtement, ils en sont arrivés là avec Brown. Passons au 2 octobre, quand Brown a comparu pour la première fois devant la Cour supérieure du comté de Maricopa et s'est adressé au juge. Très bien, monsieur. Vous comparaissez devant la Cour supérieure, accusé de 2 meurtres au premier degré. J'ai remarqué que vous avez un avocat ici. Il m'a dit qu'il s'agit d'une comparution limitée. Vous n'avez donné aucune information concernant votre déclaration financière. Est-ce que vous travaillez? Je travaille, mais actuellement, je possède une société à responsabilité limitée et je n'ai pas accès à mon ordinateur, donc je ne peux pas travailler. D'accord. Vous n'avez pas accès à quoi? Mon ordinateur, c'est comme ça que je gère ma société à responsabilité limitée. Vous êtes indépendante? C'est exact, je possède une société à responsabilité limitée. D'accord. Je vais vous nommer un avocat. Si vous trouvez un accord avec lui, c'est très bien. Je veux m'assurer que vous aurez un avocat lors de votre prochaine audience. Et les procureurs ont également demandé une caution importante, en invoquant la gravité du crime présumé et les preuves recueillies. L'État exige 2 millions de caution en espèces, vu la gravité des crimes. Comme votre honneur le sait grâce au formulaire 4, l'affaire concerne le meurtre de 2 adolescents en camping. Les 2 victimes ont été abattues à plusieurs reprises. Les 2 victimes ont été déplacées et dissimulées dans les broussailles. Comme indiqué dans le formulaire 4, monsieur le juge, l'acide désoxyribonucléique de Brown était dans le SUV de la victime. L'acide désoxyribonucléique de Brown était dans les gants, du sang à l'extérieur. Je ne reviendrai pas sur tous les détails du formulaire 4. Monsieur le juge, vous avez demandé, Brown a bien un emploi, il dirige sa propre entreprise. Brown a également un conjoint qui travaille. L'État estime que Brown représente un danger pour la communauté et qu'il existe un risque potentiel de fuite. Et compte tenu de la nature même de ce crime, nous demandons une caution en espèces de 2 millions de dollars. Merci, monsieur le juge.
La défense de Brown a répondu en soulignant que, malgré l'aveu de Brown d'avoir été sur la montagne, l'affidavit comportait des zones d'ombre. Voici leur argument. Et j'ai eu l'occasion de lire l'addendum dans cette affaire. Et vous savez, je me suis retrouvé avec la question de savoir quel était le comportement ici qui a causé la mort. Il faut déduire depuis le formulaire 4. Je comprends que, vous savez, il est fait mention de l'acide désoxyribonucléique de M. Brown sur certains objets sur les lieux. Il ne nie pas, dans la déclaration de cause probable, qu'il a eu des contacts avec les 2 victimes présumées. Il faisait du camping. Il était là pour faire de la randonnée. Mais surtout, il y a peu de références à l'endroit où l'acide désoxyribonucléique de M. Brown n'a pas été trouvé. Fait intéressant, l'addendum ne mentionne pas qu'ils ont été trouvés sur les douilles. Il n'y a aucune mention que de l'acide désoxyribonucléique ait été trouvé sur des objets. Il mentionne dans le formulaire 4 qu'il y avait ces objets le long d'un sentier que, vraisemblablement, M. Brown a parcouru. Et pourtant, il n'y a aucun acide désoxyribonucléique sur aucun de ces objets qui ont été collectés. Un mandat de perquisition a été exécuté ici. Il y avait un mandat de perquisition qui, d'après la façon dont il est mentionné dans l'addendum, il était en quelque sorte limité aux empreintes digitales ou à l'obtention de son acide désoxyribonucléique. En fait, il y a eu une perquisition assez complète qui a eu lieu plusieurs mois avant aujourd'hui, où ils ont fouillé sa résidence, ils ont fouillé son véhicule, et il n'y a absolument aucune mention d'objet qui relierait M. Brown au meurtre présumé. Et donc, monsieur le juge, monsieur Brown, je comprends qu'il n'a fourni aucune information. Il n'a absolument aucun casier judiciaire. Il est résident de Phoenix depuis un certain temps, je crois depuis 5 ans. Il est marié, il a servi dans l'armée pendant 10 ans. Nous avons demandé au tribunal d'imposer une caution conforme aux informations fournies dans l'addendum, ce qui, encore une fois, vous oblige à déduire ici que monsieur Brown était d'une certaine manière lié à ce comportement et à ce qu'était ce comportement. Nous avons donc demandé au tribunal une caution en espèces inférieure à 2 millions. Le tribunal a conclu qu'il y avait des motifs raisonnables et assez de preuves crédibles pour poursuivre les accusations. Le juge a accepté la demande de l'État et fixé la caution à 2 millions de dollars en espèces. Des conditions supplémentaires incluaient l'interdiction de tout contact avec les familles des victimes. Il ne peut pas retourner sur les lieux du crime. Il ne peut posséder aucune arme. Troy, penses-tu qu'il y a des lacunes ici ? Quand tu écoutes la défense, c'est en quelque sorte un aperçu de ce qu'il pourrait avancer lors d'un futur procès, mais penses-tu qu'il y a des lacunes ici dans l'acide désoxyribonucléique et dans l'enquête? Oui, je le pense. Mais j'ai aussi l'impression que les forces de l'ordre ont atteint ce niveau, comme tu l'as indiqué, de cause probable en se disant « Hey, il faut qu'on arrête cet individu et qu'on le retire de la rue ». Et ensuite, en gros, il y a d'autres éléments qui seront traités au fur et à mesure que l'affaire progresse vers le tribunal. Je pense qu'il reste des éléments du puzzle à révéler qui seront communiqués à la défense ultérieurement. Je pense qu'on ne voit pas toute l'équation car maintenant les procureurs doivent prouver la culpabilité au-delà du doute raisonnable, un seuil plus élevé que la cause probable. Mais où est l'arme? Il y a clairement des questions qui restent sans réponse. Pourquoi? Pourquoi est-ce le cas? La défense souligne que l'acide désoxyribonucléique de Brown n'a apparemment pas été retrouvé sur les douilles ou certains objets. À quel point est-ce courant? Est-ce fréquent que des suspects ou des accusés aient de l'acide désoxyribonucléique présent à certains endroits ou sur certains objets, mais pas sur d'autres? Évidemment, nous couvrons tout le temps des procès où les avocats de la défense s'appuient là-dessus ou essaient de suggérer qu'il y a peut-être l'acide désoxyribonucléique de quelqu'un d'autre. Mais pourquoi est-ce le cas? D'après ce que j'ai compris et en parlant avec les experts du laboratoire criminel, les douilles ont toujours posé problème. Il y a eu différentes techniques, le brunissage des armes et différents types d'analyse d'empreintes digitales et d'acide désoxyribonucléique sur celles-ci. Mais ça devient tellement chaud. D'après ce que je comprends, lors du tir du projectile, la douille ne conserve pas toujours un bon échantillon d'acide désoxyribonucléique. Donc, ça pourrait être le cas, ça a toujours été un défi. Donc, parfois, il n'y en a pas où tout ne va pas forcément contenir de l'acide désoxyribonucléique. Ce n'est pas comme dans les films où tout s'arrange facilement. Et là, il y a des défis. Mais si vous savez, il se place lui-même là-bas. Les témoins le placent là-bas. Ces déclarations sont incohérentes et ne correspondent pas à ce qui a été trouvé sur les lieux. Le sang de la victime se trouve sur un gant qu'il a été trouvé en train de porter.
Donc, oui, il y a, vous savez, je ne sais pas s'ils peuvent prouver qu'il a appuyé sur la gâchette à ce stade, mais il y a aussi des choses précises qu'il doit expliquer concernant son implication dans leur mort. Je veux en parler maintenant. Aborder l'affaire montée contre Thomas Brown, tout figure dans cette déclaration sous serment de cause probable. Donc, ça commence parce que les adjoints ont vu en premier lorsqu'ils sont arrivés à la voiture d'Evan Clark. Selon l'affidavit, à son arrivée, un sergent du GCSO a trouvé une Mercedes-Benz de 1998, identifiée comme appartenant à 5-2. C'est Evan Clark, avec des plaques historiques garées en dehors de la route et entre des arbres et des broussailles. Le sergent s'est arrêté pour contacter quelqu'un à l'intérieur et a vu du sang sur le pare-choc arrière. Le sergent a demandé du renfort et un adjoint est arrivé sur les lieux peu de temps après. Les adjoints du GSO ont fouillé le véhicule pour trouver quelqu'un. Le sergent a précisé que seules les portières côté conducteur étaient verrouillées, celle du passager arrière étant déverrouillée. En fouillant le véhicule, ils ont remarqué une tête d'oreiller ensanglantée à l'intérieur. À partir de là, les adjoints ont suivi les traces de traînées qui s'éloignaient du campement et cela les a menés au corps de Pandora et Evan. Mais la recherche de preuves a continué. À environ 2,5 km, les enquêteurs ont découvert un élément crucial dans l'affaire. L'affidavit indique que, dans la zone où le véhicule de 5-2 a été retrouvé, les enquêteurs ont trouvé une paire de gants, gauche et droite. En inspectant l'extérieur du véhicule de 5-2, les enquêteurs ont remarqué des empreintes sur le haillon, apparemment similaires aux rainures des gants. Les gants semblaient aussi avoir du sang à l'extérieur. L'affidavit montre aussi comment les témoignages des autres campeurs concordaient avec les preuves. Il est écrit que le témoignage des 5 campeurs indiquait que lors de leur séjour au mont Horde, ils avaient rencontré un individu qu'ils percevaient comme étrange. Le témoignage précisait que l'homme rencontré conduisait une Kia Rio bleue et qu'ils avaient donné le numéro d'immatriculation. Après enquête, les détectives ont découvert que la Kia Rio était au nom de Thomas Brown. Lors d'un entretien individuel avec les 5 campeurs, 2 ont rappelé être montés en voiture le soir du 25 mai 2025, ayant remarqué un véhicule bleu garé près d'un virage en montagne. Au moment même où ils passaient devant le véhicule bleu, ils ont vu un SUV Mercedes argenté descendre la montagne et se garer juste derrière le véhicule bleu. Un campeur a aussi affirmé avoir vu le véhicule bleu garé, là où la Mercedes a été trouvée par le GCSO. Plus tard, l'un des campeurs a vu un véhicule bleu conduit par Thomas, garé à côté de leur véhicule, et l'a identifié comme étant le même véhicule qu'ils avaient vu près de la Mercedes en montant la montagne. Commençons par là. Troy, ils ont été interrogés séparément, c'est le point clé, non? Donc, concernant la corroboration et leur témoignage, quelle sera leur importance? Très important. Ils ont fait un travail phénoménal en remarquant que quelque chose se passait et en notant la plaque d'immatriculation ainsi que la marque et le modèle du véhicule. C'était crucial. Oui, il est essentiel de les garder séparés. C'est un protocole et une procédure policière appliquée. Lors d'un entretien avec les enquêteurs, Thomas Brown, le suspect ici, a fourni un récit détaillé de ses déplacements sur le mont Hort. Il a dit aux enquêteurs qu'il avait campé avec sa femme du 23 au 26 mai 2025, mais qu'elle était partie le matin du 25, tandis que lui était resté jusqu'au matin du 26. Thomas a dit que le 25 au matin, après le départ de sa femme, il est monté au sommet de la montagne pour faire voler son drone. Brown a ainsi raconté avoir rencontré un homme et une femme plus jeunes près d'un camping au sommet de la montagne. Ils étaient dans un SUV argenté avec des plaques historiques, une description qui correspondait aux victimes et à leur véhicule. Thomas a été interrogé sur un éventuel contact physique avec l'homme et la femme. Thomas a précisé qu'il n'a jamais eu de contact physique avec l'homme ou la femme lors de l'interaction. Selon Brown, il a quitté le campement en voiture, s'est garé près d'une aire de repos, puis est remonté à pied au campement. Il a déclaré avoir vu des objets, dont un bac gris avec du matériel de camping et une carabine à air comprimé. Il a reconnu avoir manipulé ces objets, mais affirme les avoir remis en place. Brown a dit qu'il est redescendu jusqu'au véhicule, puis qu'il est revenu plus tard au campement où il prévoyait de passer la nuit. Le SUV argenté était déjà parti. Il a ensuite rencontré 5 campeurs dans un camion blanc et a passé la soirée avec eux. Et les enquêteurs lui ont demandé pourquoi son acide désoxyribonucléique pourrait se trouver sur les affaires de la victime. Et il a nié savoir comment cela aurait pu arriver. Il a également nié être jamais monté dans le SUV. Après l'entretien, les enquêteurs ont reçu un mandat pour prélever l'acide désoxyribonucléique, les empreintes et des photos de Brown.
Après cela, Brown a été relâché. Et bien sûr, nous savons qu'il a ensuite été arrêté à la suite des résultats de ses tests acides désoxyribonucléiques. Troy, parle-moi de ce qui t'a marqué dans son récit. Donc, il est dans cette phase de déni qui est en fait bénéfique pour les enquêteurs parce qu'il dit « Hey, je n'ai jamais été à l'intérieur du véhicule. Je n'ai jamais, tu sais, j'ai fait certaines choses. » Donc, il est un peu dans cette histoire tirée par les cheveux. Il essaye de trouver une explication plausible. Mais tout ça, pour moi, son comportement ne collait tout simplement pas. Et encore une fois, je pense qu'il lance des idées en l'air. Et puis le déni concernant l'intérieur du SUV, les gants avec le sang de la victime dessus. Il faut que tu sois capable d'expliquer ça. Écoute, à la fin, humainement parlant, oublie la loi et l'enquête. Que te reste-t-il? Tu as 2 adolescents à l'aube de l'âge adulte, toute leur vie devant eux, disparus. La mère d'Evan, Sandra Sweeney, a exprimé sa peine sur GoFundMe, disant « Evan n'était pas un adolescent comme les autres. Il était drôle, brillant, gentil et entreprenant. C'était une vieille âme sensible et aimante. Evan m'écrivait des lettres. La dernière pour la fête des mères m'a fait rire et pleurer tant elle était touchante. Il était spécial. Il méritait une longue vie. » Pour Pandora, sa famille, elle a écrit « Sa personnalité vive et son sourire contagieux apportèrent de la joie à beaucoup. » C'était un être humain magnifique et une lumière éclatante dans ce monde, qui aimait chaque personne qu'elle rencontrait et avait une capacité unique à faire sentir chaque personne spéciale. Thomas Brown a une conférence de mise au point prévue le 8 octobre. D'après l'agent d'information publique du comté de Maricopa, l'affaire sera soumise à un grand jury pour une mise en accusation. Troy, merci beaucoup pour votre temps. Je vous suis très reconnaissant. Merci, Jesse. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou vos plateformes habituelles. Suivez-moi aussi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber. À la prochaine.